Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver dans Smart Patrimoine, le rendez-vous quotidien de Bismart dédié à vos finances personnelles. Au sommaire de cette édition, CGP et crypto, la rencontre inéluctable. Ce qui devait arriver arrive. De plus en plus de conseillers en gestion de patrimoine montrent leur intérêt pour les crypto-monnaies. Mais conseille-t-on de la même manière un client lorsqu'il s'agit d'un actif comme le Bitcoin, par exemple? Comment leur donner toutes les clés de compréhension et prévenir des risques? Et puis dans Jeux Patrimoine, les plateformes de crowdfunding immobilier n'ont plus que quelques mois pour obtenir le nouvel agrément européen PSFP, une opportunité pour se développer à l'échelle européenne, plus de garanties et de transparence pour l'investisseur, ça c'est l'objectif. Mais qu'est-ce que cela implique comme changement de modèle économique pour ces plateformes? Réponse en deuxième partie d'émission. Mais d'abord, nous parlons crypto dans Smart Patrimoine, c'est parti. Les CGP se mettent au crypto malgré une année 2022 difficile et un marché des crypto-monnaies ébranlé par la chute de la plateforme FTX. On s'en rappelle, les conseillers en gestion de patrimoine, eux, affirment haut et fort leur intérêt pour ces actifs alternatifs. Il faut dire aussi que c'est une demande de leurs clients. Mais alors, comment aborder le sujet avec eux? Derrière ça se pose la question, effectivement, d'approcher prudemment un actif spéculatif. Pour en parler, notre invité aujourd'hui est Laurent Auvion, directeur innovation du groupe DLPK. Bonjour Laurent. Bonjour Eva. Merci beaucoup de nous accompagner aujourd'hui dans Smart Patrimoine. L'intérêt des CGP pour les cryptos, c'est récent ça? Alors c'est pas récent, ça a démarré, on a eu un vrai intérêt sur le début de l'année 2022. Alors en pleine euphorie des marchés crypto, on se souvient que Bitcoin était monté jusqu'à quasiment 70 000 $. Donc il y avait un intérêt surtout des clients des CGP qui les sollicitaient énormément en disant mais cet actif-là, j'en ai entendu parler, j'ai vu qu'il y avait des performances formidables, etc., etc. Et les CGP donc ont commencé à s'y intéresser, mais à chaque fois de manière assez prudente, et ils ont plutôt bien fait à l'époque. Et c'est vrai que la deuxième partie de l'année, vous le disiez en introduction, avec FTX, avec tout ce qui s'est passé, ça a vraiment refroidi tout le monde. Ouais. Pour autant, le travail de fond qui a été initié, alors notamment par des acteurs plus traditionnels, alors, nous avec Norcia au sein du groupe DLPK, mais d'autres sociétés de gestion, a perduré. On est dans une logique de construction, d'accompagnement des CGP sur ces sujets-là. Ouais. Et donc le travail de formation et d'information perdure. Et donc, on retrouve là, avec des marchés, on va en parler, plus sains, une régulation plus claire avec MiCA, un certain nombre d'éléments également au niveau français qui se clarifient. Donc, les CGP reviennent sur le sujet, mais aussi parce que les clients reposent la question et donc ils reviennent s'intéresser à ces sujets-là. Parce que dans quel sens cette rencontre elle s'est faite? On imagine que les acteurs de la crypto, eux aussi, avaient intérêt à s'intéresser et à aller toquer à la porte des CGP. Alors, il y a un intérêt évident. Le premier, il est sur les encours. C'est-à-dire que si on prend au niveau du groupe DLPK, ce sont 12 milliards d'euros d'encours. 12 milliards d'euros d'encours, si vous en transformez 1%, ce qui est plutôt recommandé quelques pourcents, on dit, ça fait quand même beaucoup d'argent dans la transformation à destination des cryptos. Donc il y a un réel intérêt de la part des acteurs crypto qui viennent s'intéresser à ce que nous faisons, mais la réciproque est vraie, parce que nous, au sein du groupe Norcia, on a toujours cette logique d'innovation, de proposer des produits un petit peu innovants, un petit peu différents, et ces produits-là en font partie. Vous avez parlé de Bitcoin, il n'y a pas que Bitcoin, il y a plein d'autres sujets à aborder, et c'est d'ailleurs un petit peu la complexité du sujet. On mélange parfois Bitcoin avec le secteur d'activité, avec la blockchain, c'est-à-dire la technologie sous-jacente à toute cette classe d'actifs qui permet de faire des choses qui n'ont absolument rien à voir avec Bitcoin, dans le vin, dans le gaming, dans le luxe et un certain nombre d'activités. Et là, il y a des choses intéressantes à faire aussi en termes d'investissement pour les CGP et leurs clients. D'où l'intérêt de faire de la pédagogie, c'est ce que vous disiez, encore donner les clés de compréhension. Début 2023, quand on vous avait reçu, les crypto-monnaies retrouvaient les chemins haussiers. Est-ce que c'est toujours le cas là? C'est toujours le cas. Alors ça reste prudent et surtout c'est une construction haussière qui est beaucoup plus intéressante. C'est-à-dire qu'on n'est pas sur des phénomènes de plus 20, plus 30% en quelques jours et puis une consolidation. On a globalement le point bas de l'année 2022, c'était à peu près 15 000 $ pour Bitcoin. Ouais. Là, on oscille entre 26 000 et 32 000 $. On est à 30 000 et quelques ce matin, donc ça fait quand même une hausse de 100% par rapport au point bas. Alors, c'est toujours facile de se dire par rapport au point bas, j'aurais pu doubler ma mise. Mais on a des clients, et nous on fait le constat de clients qui prennent leur plus-value, parce qu'ils sont venus sur le marché en octobre, novembre l'année dernière, ils ont fait plus 70%, c'est pas mal, en quelques mois, en 6-8 mois, et donc ils prennent leur plus-value pour
pour sécuriser une partie de l'investissement et puis l'investir sur d'autres sujets et justement sur des sujets peut-être de private equity ou d'OPC sur des thématiques blockchain, crypto ou des sujets comme cela. Parce qu'aujourd'hui, quelles sont les motivations mises en avant par les clients qui vous demandent de les aider sur ces sujets-là à investir dans les cryptos? Alors, on est... aujourd'hui, j'ai envie de dire, les clients qui restent intéressés par le sujet sont vraiment les clients qui ont une vision long terme. Ils ne sont pas là du tout pour se dire, tiens, j'ai entendu dire que je veux faire 30%, 40%, 100% en quelques jours. Enfin, ça on a, Dieu merci, on a un peu mis de côté ces types d'investisseurs-là. Et donc, les clients qui viennent nous voir nous disent, OK, moi, je pense qu'à 3, 5, 10 ans, il y a une très forte croissance, une très forte dynamique sur le sujet. Et beaucoup, j'en fais partie, font la comparaison à la fin des années 90, début des années 2000, avec le web et la forte croissance qui en a suivi. Je prends un exemple, parce qu'il est assez sympathique, on a une personne assez âgée qui a dit, écoutez, moi je vais mettre un peu d'argent, et si ça se passe comme je veux, pour mes petits-enfants, ça financera leurs études ou des choses comme ça. C'est un peu cette logique-là. C'est pas la frénésie crypto, non, c'est plus du tout la frénésie crypto, c'est vraiment de se dire, il y a quelque chose qui est en train de se passer d'un point de vue technique et technologique. Je souhaite participer à cette évolution technique et technologique. Alors évidemment, Bitcoin, Ethereum, les deux cryptos majeurs en fait partie. Il y en a d'autres. Après, plus vous allez aller loin dans le classement de la capitalisation globale des cryptos, plus vous prenez de risques et donc il faut faire très attention. Mais donc comment vous expliquez cet appétit grandissant des investisseurs pour le risque justement ? Alors, parce que les cryptos ont fait rêver, entre guillemets, mais pas que. On sait que les valeurs tech, au moment du Covid, on a eu des croissances, des x2, des x3 sur certaines valeurs technologiques. Donc, il y a cette espèce de mirage qui s'est produit. Les gens se sont dit, tiens, il y a la possibilité de faire beaucoup d'argent, enfin en tout cas de belles plus-values à très court terme. Et ça, comme je disais, c'est parti. Et ce qu'il reste, ce qui est beaucoup plus intéressant, à la fois pour l'écosystème crypto et pour les investisseurs, en termes de finances traditionnelles, c'est cette idée de se dire, je vais investir aujourd'hui et j'ai une perspective de croissance qui est extrêmement forte à un horizon 3, 5, 10 ans. Mais les cryptos, c'est un actif financier comme les autres ? Non, alors ça n'est pas un actif financier au sens. Quand on est CGP et qu'on conseille il faut comprendre son ça. client. Il faut aussi. Je dis toujours avec beaucoup de prudence et de pédagogie. On parle souvent des marchés crypto. Ce ne sont pas des marchés financiers au sens où ils ne sont pas régulés comme les marchés traditionnels que nous connaissons. Il n'y a pas de market making, il n'y a pas de contrôle des transactions. L'information circule de manière pas toujours très coordonnée, très ordonnée. Donc vous avez des notions, des choses qu'on a vécues au début des années 2000, voire fin des années 90 sur les marchés asiatiques, par exemple, qui n'étaient pas aussi régulés que les marchés européens ou américains. Et donc, il faut être extrêmement prudent. Alors, après, Bitcoin, ça reste un actif dont la trajectoire est assez claire, sur lequel on peut aller. Sur d'autres actifs, je dis toujours, il faut être extrêmement prudent. Et je citerai Yves Chefouati de Tobam, qui dit, si vous considérez qu'un actif est 10 fois trop risqué pour vous, soit vous n'y allez pas, soit vous en prenez 10 fois moins. Parce que comment on leur explique la volatilité de cet investissement tout de même ? Alors, la volatilité, elle est dans la faible capitalisation. En fait. On a toujours l'impression que Bitcoin, aujourd'hui, c'est à peu près 600-700 millions de dollars de capitalisation globale, ce qui est pas mal, mais ça reste extrêmement faible, en fait, au regard des flux quotidiens. Ce qui fait que vous avez, et comme vous n'êtes pas sur des marchés qui sont parfaitement encadrés, vous pouvez avoir des phénomènes de hausse, des phénomènes de variation à la hausse comme à la baisse qui sont assez violents. Et donc c'est pour ça qu'on dit toujours, attention, dans un investissement long terme, c'est bien de revenir. Quand on voit qu'il y a une baisse assez abrupte, on peut en profiter pour revenir, pour profiter de la baisse, mais surtout pas se dire, voilà, ça y est, c'est parti, ça part en flèche, il faut que je rentre, il faut vraiment avoir une attitude très raisonnée et très raisonnable par rapport à ces actifs numériques. Sans faire peur non plus à son client. Non, sans faire peur, parce que alors souvent la demande vient du client et après dans une allocation de patrimoine, avoir quelques pourcents, 1 ou 2% sur pas que Bitcoin, mais sur les actifs numériques et la technologie blockchain et le secteur d'activité émergent, ça n'a rien d'incohérent. Et vous avez des clients qui vont dire, non, c'est un risque que je ne veux pas prendre. Très bien. Certains clients ne font pas d'immobilier, certains clients ne font pas de produits structurés, certains clients ne font même pas d'actions parce qu'ils ne souhaitent pas, ils trouvent que justement c'est trop volatile. Donc chaque client a ses particularités. Par contre, pour ceux qui s'exposer à minima sur cette technologie, oui, il y a un intérêt à le faire. Les CGPI sont formés
aux cryptos? De plus en plus. Ouais. De plus en plus, en fait, les chambres syndicales sont emparées du sujet. La semaine dernière, la CNCGP a tenu son midsommar avec énormément de ses partenaires. Des acteurs crypto étaient là. Il y a eu des tables rondes sur le sujet. Il y a des formations qui sont en train de se mettre en place. Donc des formations par les chambres, des formations qui sont dispensées directement au CGP. Alors, elles ne sont pas encore validantes, des choses comme ça, mais elles sont extrêmement importantes. Et je dis toujours au CGP, c'est important de comprendre la technologie et à quoi elle sert. Je fais toujours la comparaison quand vous conseillez à un client d'investir sur l'intelligence artificielle, vous ne devenez pas spécialiste des algorithmes, mais vous n'avez pas la volonté d'aller creuser dans le capot et de comprendre comment ont été codés les algorithmes. Non, vous avez une conviction par rapport à ce que ça peut apporter en termes de valeur ajoutée, toute la création de valeur que ça peut avoir. Bitcoin, la blockchain et les cryptos, c'est exactement la même chose. Quelle régulation encadre aujourd'hui ce conseil des CGP en crypto? Alors, on a le droit de faire à peu près ce qu'on veut? Alors, non. Le CGP ne fait pas ce qu'il veut sur ces sujets-là. Il faut qu'il soit prudent. Il y a plusieurs choses. C'est la dernière thématique à encadrer. C'est-à-dire que le conseil, comme c'est pas un actif financier, comme il n'est pas encadré. Donc, ce qui est préconisé par les chambres à destination des CGP, c'est de dire à leurs clients, on peut les orienter en disant, voilà, je pense que cette technologie-là est intéressante, ces sous-jacents-là sont intéressants, tournez-vous vers un acteur PSAN, prestataire de services en actifs numériques, pour vous conseiller sur quel le produit aller. Là, si vraiment on est sur le token, sur l'actif numérique. Si on fait de l'OPC ou du private equity, voilà, ça rentre dans le cadre du conseil du CGP, donc il n'y a aucune difficulté à dire tel OPC, Toban, BNY, Millennium, Financial d'Arbevel, Rothschild & Co ont lancé un produit également, et en private equity, vous avez énormément de fonds qui sont disponibles. Là, le CGP est dans le cadre de ce qu'il sait faire, de ce qu'il maîtrise et de ce qu'il a le droit de faire. L'actif numérique en tant que tel, au sens Bitcoin, il faut dire, regarde, mais oriente-toi vers un PSAN qui lui est parfaitement autorisé et régulé pour pouvoir le faire. On va terminer par un petit conseil quand même. Meilleur wallet crypto pour vous en 2023? Meilleur wallet, c'est-à-dire en termes d'allocation? Ouais. Alors, je rappelle que Norcia, on n'a pas vocation à donner de conseils, et je viens d'expliquer qu'il y a des gens qui étaient très spécialistes pour ça. Notre position par rapport à ça, c'est rester sur les produits qui sont éprouvés, Bitcoin, Ethereum, qui ont un historique, qui ont été utilisés, travaillés dans tous les sens. Après, vous pouvez aller un petit peu plus loin, des produits comme Aave, Solana, Cosmos, Elrond, etc. Ce sont des produits intéressants, mais attention, soyez très 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 prudents sur ces produits-là. Attention, merci beaucoup Laurent Evion d'avoir répondu à nos questions aujourd'hui dans Smart Patrimoine. Je rappelle, vous êtes le directeur innovation du groupe DLPK. Merci beaucoup d'avoir été invitation. Avec nous. Merci. Merci à vous de nous avoir suivis. Tout de suite, c'est Enjeu Patrimoine. Et c'est parti pour Enjeu Patrimoine où nous répondons chaque jour à une grande question liée à la gestion de votre patrimoine. Aujourd'hui, qu'est-ce qui va changer avec le PSFP? Les plateformes de crowdfunding immobilier ont en effet jusqu'au mois de novembre pour obtenir le nouveau statut européen de prestataire européen de services de financement participatif, un agrément censé donner aux investisseurs de nouvelles garanties. Nous recevons aujourd'hui pour en parler le président de la première plateforme à l'obtenir, Vincent Hainaut. Il est le président de Beerford Deal. Bonjour. Bonjour. Bienvenue dans Smart Patrimoine. Vincent, merci beaucoup d'être avec nous. Henri Desor nous accompagne également, collaborateur senior au cabinet d'avocats Adelchaud Godard. Bonjour. Bonjour. Bienvenue également dans Smart Patrimoine. Merci beaucoup à tous les deux d'être avec nous aujourd'hui. Henri Desor, dans quel contexte cet agrément avait-il été mis en place ? Alors, il a été mis en place dans le cadre d'une réglementation européenne, un règlement européen plus précisément, qui date de 2020 et qui a prévu en fait d'encadrer l'ensemble de ces prestataires qui offrent des services de financement participatif. Et donc, on a eu une série de textes qui est venu justement préciser les obligations de ces plateformes et qui prévoit justement un nouvel agrément. Donc, vous l'évoquiez il y a un instant, à la date du 10 novembre 2023, date butoir à laquelle ces plateformes doivent s'enregistrer sous peine de sanctions pénales. On va en reparler. Quelle était la réglementation jusqu'ici en vigueur ? Alors, en France, il y avait une réglementation qui datait de 2015, en fait, une réglementation purement nationale, qui proposait deux statuts, un statut de CIP et d'IFP, donc pour les plateformes de prêt et pour les plateformes d'instruments financiers. Il y avait aussi un autre type de plateforme qui était plutôt rattaché à celle du prêt, qui est la plateforme de dons, par exemple pour des cagnottes en ligne ou pour organiser des financements communautaires, par exemple. Donc il était temps de réglementer ça au niveau européen ? Il était temps, oui, pour permettre justement d'établir un cadre, puisque certains États membres avaient déjà
eu un cadre purement national, mais ça ne permettait pas justement d'avoir un régime unifié et avec des différences de traitement pour les investisseurs ou sur les obligations pesant sur ces plateformes. Donc là, effectivement, on vient vraiment apporter un cadre global au sein de toute l'Union européenne et avoir des obligations équivalentes et les mêmes pour tout le monde. Et qui permettra de se développer plus facilement à l'échelle européenne, parce que je crois que c'est ça l'ambition, l'objectif affiché. Oui, c'est un des objectifs. Il faut savoir que le cadre, alors la France en matière de réglementation au niveau du crowdfunding est précurseur en Europe. Était déjà très avancé ou assez proche de ce qu'est le règlement PSFP aujourd'hui. Mais c'est vrai que le territoire national est intéressant, mais aussi un peu petit en comparaison avec d'autres marchés tels que les États-Unis, d'où est arrivé le crowdfunding. Et c'est vrai que pour les acteurs français du crowdfunding, il était important de pouvoir élargir, entre guillemets, sa zone d'intervention. Par ailleurs, on avait déjà quelques pays qui commençaient à proposer des services de financement participatif à des investisseurs en France. Et il était assez important et urgent, oui, de pouvoir harmoniser les pratiques au niveau de tous les pays, sachant qu'en plus, la France était précurseur et donc bien en avance par rapport à d'autres. Donc nous, on a vu ça plutôt d'un bon œil. Et le fait d'avoir un agrément qui était passeportable pour pouvoir aller intervenir dans les autres pays européens, c'est effectivement un plus. Parmi les objectifs, donner de nouvelles garanties aux investisseurs aussi, c'est ce que je disais, grâce à cet agrément. Ça veut dire quoi, ça ? Alors, pour l'investisseur, en fait, ça va lui donner une meilleure lisibilité avec des choses assez simples, mais déjà, l'obligation de communication précontractuelle, typiquement jusqu'à maintenant, en tout cas avec l'agrément en conseiller en investissement participatif, la plateforme pouvait communiquer le jour J de l'ouverture d'une campagne de financement sur les informations. Et comme certaines collectes vont très très vite, en réalité l'investisseur avait parfois pas du tout le temps finalement de lire la documentation réglementaire pour pouvoir participer. Avec le PSFP, c'est différent. Le PSFP, on a l'obligation de communiquer 5 jours avant, en fait, sur les éléments qui composent la campagne de financement. Donc l'investisseur a toute la possibilité, le loisir, d'avoir le détail de l'information et de communiquer avec les plateformes pour répondre aux questions complémentaires. Ça, c'est un premier élément. Le deuxième élément, c'est que pour les investisseurs dits non avertis, alors on reviendra peut-être sur la nouvelle catégorisation des investisseurs entre avertis et non avertis, mais ça donne la possibilité à l'investisseur non averti, très souvent non professionnel, de se rétracter jusqu'à 4 jours après son acte de souscription. Donc finalement, on donne plus de confort à l'investisseur dans la réalisation de son investissement. Bon, on va prendre point par point ce qui va changer avec ce nouvel agrément. Vous parliez tout à l'heure des statuts de conseiller en investissement participatif, d'intermédiaire en financement participatif. En quoi ils consistaient ces statuts et là, qu'est-ce que ça change ? Alors, c'était des statuts purement nationaux, tout à fait, pour permettre à certaines plateformes de faire proposer d'intermédiaire soit des prêts, soit des titres financiers, sous la forme d'obligations, très, très concrètement. Ça concernait surtout des plateformes de type immobilière, en effet, c'est là où ça a surtout très bien marché. Et ce nouveau régime vient justement fondre les régimes. Alors, il sera toujours possible de proposer des prêts ou des titres financiers, mais là, on essaye vraiment de rassembler, en fait, de ne plus distinguer. D'ailleurs, au niveau de l'agrément, ça ne se fera que devant l'AMF, avec, le cas échéant, la sollicitation de la CPR. Mais le but, c'est vraiment d'avoir un régime unique. Mais ça, c'est bien, pas bien de fusionner ces statuts ? C'est un parti pris. C'est un parti pris qui peut être bien positif dans un certain sens, puisque ça permet à toutes les plateformes d'avoir les mêmes obligations, des obligations alignées en fonction des différents instruments proposés. Et également, ça permet d'aller beaucoup plus loin en termes de possibilités pour certaines plateformes qui ne posaient que des titres financiers ou que des instruments. Il y a même une nouvelle activité qui est proposée, c'est la gestion de portefeuille, de prêts, si je ne dis pas de bêtises, sur le terme exact qui est prévu par la réglementation. Vincent Hainaut, peut-être que vous pouvez l'aider. C'est une portefeuille de prêts. Oui, c'est ça. Oui, il y a une notion importante en fait dans quelle est la différence entre IFP, CIP et aujourd'hui PSFP. La grosse notion, le gros changement, c'est de passer d'une logique de conseil à une logique de responsable des transmissions des ordres. Jusqu'à maintenant, qu'on soit IFP ou CIP, on a une obligation de conseil vis-à-vis de l'investisseur.
avec des contraintes spécifiques aux uns et aux autres. En passant PSFP, c'est pas qu'on oublie la logique de conseil, mais en réalité, on va plus passer dans une logique de gestion des risques opérationnels au sens large. Et la grosse différence, et pour les thèmes qu'on abordera après, c'est typiquement être capable, finalement, de gérer ces activités presque plus comme une société de gestion que comme un conseiller dont finalement le panel des procédures de gestion était assez réduite. Donc ça implique une révision du modèle économique tout de même? Ça implique une révision de ces processus et de ces procédures de traitement. En tout cas, si ce n'est pas une révision, c'est un approfondissement très large. Ouais. Vous parliez tout à l'heure aussi du plafond des collectes. Qu'est-ce que ça change en termes de plafond des collectes? Alors, je vais parler du CIP puisque c'est ce que, côté Before Deal, on maîtrise. L'agrément CIP a évolué au fil du temps, entre 2014, sa mise en application, et 2022, donc son abandon au profit du PSFP. Et on est passé petit à petit de 1 million d'objectifs, de capacité maximale de collecte, d'autorisation maximale, à 8 millions. Le fait de repasser de 8 millions à 5 millions, alors il y a probablement des secteurs que ça va toucher assez peu. Pour Before Deal, nous on œuvre dans le secteur immobilier, dans l'immobilier effectivement ça peut avoir un impact. Parce que, qui plus est aujourd'hui, où on est dans un contexte où les financements d'opérations nécessitent de plus en plus de liquidités, c'est vrai qu'il y a tout un panel d'opérations immobilières qui ne seront pas suffisamment dotées en fonds propres avec 5 millions. Ceci dit, il y a aussi dans la façon dont on peut opérer des alternatives à ça, c'est-à-dire qu'on peut limiter la participation finalement en crowdfunding à hauteur de 5 millions et avoir d'autres mécanismes de financement qui sont parallèles pour répondre aux besoins de l'opérateur. Vous, comment ça s'est passé ce processus d'obtention de l'agrément chez Before Deal? Alors, est-ce que c'était important pour vous, puisque je l'ai dit, vous êtes la première entreprise, première plateforme à l'obtenir? Alors oui, c'était important pour nous. On ne fait pas partie des plateformes qui avons le volume le plus important en matière de collecte. En revanche, on veut démontrer qu'on est une des plateformes les plus sérieuses en matière de réglementation et d'accompagnement pour l'investisseur. Et c'était pour nous important d'être les premiers. Donc on s'était préparé déjà en amont. Pour nous, ça s'est passé assez bien, si on regarde bien, parce qu'on a eu 8 à 9 mois de procédure. On était déjà assez bien préparé en réalité en matière de procédure et processus et cartographie des risques. Donc en fait, on a suivi un processus avec un échange avec l'AMF qui a été assez fluide et assez simple. Henri Desor, je le disais, révision, révolution, je ne sais pas, du modèle économique. Là, le retour des plateformes aujourd'hui, c'est quoi? Ça change beaucoup pour elles? Ou alors, comme peut-être pour Before Deal, voilà, on avait déjà une réglementation qui tenait la route en France, on était déjà engagé sur cette voie, donc finalement, ça se fait plutôt simplement, d'une manière assez fluide. Alors, j'ai envie de vous répondre oui et non. C'est-à-dire que effectivement, le cadre existant était déjà bien établi. Là, on a vraiment un approfondissement. On a des obligations supplémentaires, il y a des choses qui sont totalement nouvelles pour certaines plateformes, d'autres qui sont bien connues. Ça soulève un certain nombre d'opportunités, d'autres des interrogations. En effet, donc je ne dirais pas peut-être une révolution, mais en tout cas, un approfondissement qui ouvre des opportunités à travers le passeport, à travers la nouvelle définition d'investisseur averti, non averti aussi, et toutes les nouvelles règles. Mais donc il y a des plateformes pour qui ce sera plus facile que d'autres d'obtenir cet agrément? Alors, à titre personnel, je pense que ça sera beaucoup plus simple dès lors que la plateforme est adossée, on va dire, à un établissement régulé déjà existant. Qui a bien entendu tout le support, toute l'expérience et qui a, on va dire, la connaissance de ce qui est attendu par les régulateurs et comment fonctionnent justement les activités de financement de ces plateformes. Et donc, je pense que ce sera beaucoup plus simple. À l'inverse, pour un acteur qui n'était pas existant, qui souhaite démarrer à l'aune de ce nouveau régime, je pense que là, on doit s'attendre à quelques difficultés supplémentaires. En tout cas, un chemin beaucoup plus long. Il a un coût, ce régime ?
Oui, il a un coût. Il a un coût alors qui va différer d'une plateforme à l'autre selon que ça peut paraître un peu étonnant, mais que les collaborateurs de la plateforme soient impliqués ou non dans cette démarche, parce que c'est quand même du temps, de la réflexion, qu'un conseil ne peut pas complètement apporter. Ça va avoir aussi un coût en modification des parcours digitaux, puisque en fait on est par définition dans un processus de souscription complètement digital, et qui dit nouvelle réglementation dit nouveau parcours ou nouvelles contraintes dans ce parcours, et à partir du moment où on a obtenu cet agrément avec des nouvelles procédures, il faut que ces procédures elles soient adaptées au niveau de la plateforme. Et donc les coûts d'accompagnement conseil qu'on peut aussi avoir. Donc oui, ça a un coût. Et puis il y a un autre coût induit qui peut passer inaperçu à première lecture, c'est que dans les nouvelles contraintes ou méthodes d'encadrement, la plateforme se doit aujourd'hui aussi d'avoir on va dire, une liquidité ou des fonds propres suffisants pour venir couvrir une partie de ses dépenses fixes et garantir à l'investisseur que, même en cas de difficultés économiques ou de contexte un petit peu plus tendu, la plateforme sera toujours là pour arriver à ne serait-ce que suivre les encours. Et ça, c'est normal. Et ça, c'est complètement normal. Que va-t-il se passer, puisque le temps file, Henri Desor, vous le disiez tout à l'heure, pour les plateformes qui n'obtiendraient pas cet agrément? Alors, l'AMF a communiqué là-dessus. C'est déjà prévu par le Code monétaire et financier. Elle s'expose à un risque pénal, en fait. Donc, des sanctions pénales qui pourraient leur être appliquées dès lors qu'elles exercent ces services sans agrément. D'où l'urgence, justement, d'obtenir une licence auprès de l'AMF sans plus tarder. Parce que là, à quelques mois de l'échéance, pour les plateformes françaises, on en est où, à peu près ? Eh bien, si on a des chiffres là-dessus sur les plateformes qui ont déjà réussi à obtenir cet agrément. Alors, il y en a certaines, mais ce n'est certainement pas la totalité aujourd'hui. Je crois savoir qu'il y a environ 70 plateformes, grosso modo, enregistrées à l'ORIAS actuellement, soit au statut de CIP ou d'IFP. Et donc, la plupart ne sont pas encore enregistrés, ce qui laisse à prévoir de petites difficultés, sachant qu'il faut un peu de temps pour se enregistrer. Même si on est tout à fait prêt, on risque d'y avoir pas mal de difficultés et pas mal d'interrogations avec toutes ces demandes d'agrément qui ne pourront pas... qui ne vont pas arriver tout au même moment, ne serait-ce que le temps de traitement pour le régulateur. Vincent Hainaut, 20 secondes, c'est une opportunité cet agrément, on terminera là-dessus. Alors oui, c'est une opportunité. C'est une opportunité pour les plateformes qui vont avoir cet agrément, on va dire, à temps. C'est une opportunité pour les plateformes qui ont des velléités à aller sur le marché européen. C'est aussi une opportunité pour les plateformes de démontrer auprès de leurs investisseurs qu'elles sont dans la démarche réglementaire qui est avant tout à leur bénéfice. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir été avec nous aujourd'hui. Vincent Hainaut, je rappelle, vous êtes le président de Before-Deal. Henri Desor, collaborateur senior au cabinet d'avocats Adelchaud-Godard. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir été avec nous. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve demain, même heure, pour un nouveau numéro de Smart Patrimoine. À demain sur Bismart. Ciao.